children, and welcome in your class. Today, aujourd'hui, is Tuesday, the 7th of April. C'est le 7e jour du mois d'avril. Yesterday, donc hier, we were Monday, the 6th of April, donc le lundi, le 6e jour du mois d'avril. Voilà, pour la date en anglais. On a vu ça sur notre ligne du temps. Nous sommes au mois d'avril, April. Tout de suite, nous commençons par notre calendrier. Le calendrier que nous retrouvons sur notre grand cahier. Donc bravo hier pour tous ceux qui ont retrouvé le nom des petits animaux sur les changements qui vont avec le changement de notre saison, le printemps. Aujourd'hui, sur notre grand cahier du temps, eh bien, nous pouvons colorier la journée d'hier qui était en bleu puisque nous avons travaillé. Donc ensemble, le 6e jour est à colorier. Donc, vous pouvez prendre le temps de bien le faire. Nous faisons également pour moi, pour la classe, comme d'habitude, la croix sur le calendrier de la journée qui est passée. Voilà. On peut même s'amuser à compter le nombre de jours qui nous restent avant les vacances. Et si vous êtes d'accord avec moi, donc en comptant la journée d'aujourd'hui, ça nous fait 1, 2, 3. Dans 4 jours, nous serons en vacances. Et dans 5 jours, nous fêterons l'anniversaire de Nathan. Bien, plan de travail. Le plan de travail, il faudra compter 20 minutes. 2 paquets de 10, mes loulous. 20 minutes pour continuer le plan de travail numéro 3. Beaucoup d'enfants m'ont rendu leur plan de travail numéro 2, ce qui est une très bonne chose. Bravo à papa et maman qui tiennent le rythme. Et je sais que ça n'est pas évident. Là, on est dans notre 4e semaine à faire classe à la maison. C'est pas évident, d'autant lorsqu'on en a plusieurs. Donc, bravo à vous. Et félicitations et encore un immense merci pour tous vos petits messages d'encouragement. Là, c'était ma petite parenthèse. Orthographe. Donc, vous avez vu que depuis hier, nous avons une autre façon de travailler l'orthographe avec des mots qui reprennent le son de la semaine. Vous avez vu hier, donc, dans la petite vidéo qu'il s'agissait des déguisements du son 1. Mais attention, je ne vais pas trop déborder sur le thème suivant. Donc, hier, nous avions travaillé à l'écriture d'une phrase, si vous vous souvenez bien. Et cette phrase commençait par le mot lundi. Alors, on se souvient, début de phrase, ce symbole-là, c'est le symbole de la majuscule. Majuscule, lundi. On rappelle que le 1 de lundi, c'est celui du chiffre 1, mais c'est également celui de l'article. Lundi, les pluriels, bravo à ceux qui s'en souviennent, lapin. Donc lapin, là c'est facile puisque en fait c'est le mot référent. Les lapins, attention quand on a un pluriel, qu'est-ce qu'on fait? Pensez-y bien. Les lapins, on chante les sons, cache. Attention, on avait vu que ce n'était pas un nom, c'est un verbe d'action. Les verbes, nous allons bientôt les voir. Après les vacances, je vous laisse déjà digérer pas mal de choses. Donc, le pluriel des verbes, qui est-ce qui se cache? Eh bien, ce sont les lapins. Les lapins se cachent. Attention, comment on fait pour marquer le pluriel d'un verbe? Est-ce qu'on utilise un S? Faites bien attention. Et puis, à la fin, point final. Ça, c'était la phrase d'hier. Aujourd'hui, nous allons reprendre exactement le même début de phrase. Donc, lundi, les lapins se cachent. Attention, la suite arrive. Sous, mot outil, sous le train.
rappelle, c'est également un mot référent. Le train. Point final. Donc en réalité, nous avons rajouté 3 mots à notre phrase d'hier. Donc on va dessiner le profil de la phrase. Vous prenez votre ardoise, vous prenez votre crayon d'ardoise ainsi que le chiffon et on y va. En classe, je vous aurai fait le profil de la phrase avec le nombre de mots que va contenir cette phrase. Voilà, vous voyez que c'est une seule phrase, mais que comme je n'ai plus de place à la fin, je suis obligée d'aller sur une deuxième ligne. On est toujours sur une phrase. Rappelez-vous ce qu'on avait vu la semaine dernière. Nous avons une phrase, mais là, elle est organisée sur 2 lignes. Alors, on reprend avec lundi. Lundi. Les. On avait fait attention. Lapin. Et je vous avais dit, marquez bien, il faut faire les flèches. Se. On fait chanter les sons. Cache. Et là, il était vraiment dur ce mot. Et c'est normal. C'est la première fois qu'on voit le pluriel d'un verbe. Donc c'est normal si ça met un peu de temps à entrer. On avait dit surtout, pas de S au pluriel d'un verbe. Attention. Cache. Donc on a bien notre E, mais par contre le pluriel se marque avec un N et un T. Hop. Et tout ça, ça va ensemble. Qui se cache? Les lapins. Alors ils se cachent où ces lapins? Sous, et ça c'est un mot outil, donc il faut le connaître parce qu'il s'écrira toujours pareil. Le serpent, que vous entendez très bien, le son OU, et une petite lettre qu'il ne faut pas oublier à la fin, c'est la lettre S. Sous, le article, train, attention, notre mot référent. Et enfin, point final. Alors, là, vous allez l'écrire sur votre ardoise. Vous allez regarder, faire une comparaison entre ce que nous venons d'écrire ensemble, qui en classe aurait été de la correction déjà, hein, on aurait fait une comparaison entre ce que vous avez écrit, ce que les copains sont venus écrire, on réexplique pourquoi est-ce qu'on met des S, pourquoi est-ce qu'on met NT. On explique bien que tous les mots, en fait, fonctionnent entre eux. Vous savez, dans la phrase, je vous avais expliqué le coup de la petite locomotive avec les wagons. Eh bien, la phrase, elle est faite comme ça. Le mot tout seul, il ne veut rien dire. Par contre, un mot, plus un autre mot, plus un autre mot, plus un autre mot, eh bien, ça fait une phrase qui a du sens. Mais il faut respecter des règles pour l'écrire, cette phrase. Ici, bravo, nous avons bien la majuscule. Les, S. Lapin, S. 2 mots qui vont ensemble. Pluriel. Se, je ne fais que chanter les sons. Cache, NT, puisque qui se cache, ce sont les lapins. Sous, mot outil, je n'oublie pas que le mot outil s'écrit toujours pareil, avec un S à la fin. Le train, attention à mon point final. Donc là, cette phrase-là, vous allez la réécrire sur le petit papier donc, que vous trouvez dans le dossier de papa et maman et que vous collez ensuite dans le cahier bleu. Hein. Vous avez pu le voir hier, je vous avais laissé la même chose pour le lundi et vous trouverez exactement la même chose pour le jeudi. Donc, on réécrit la phrase en insistant bien, en entourant là où on risque de tomber dans des pièges. Là, là, là. On peut entourer aussi
parce que même si c'est un mot outil, eh ben, il faut s'en souvenir du S. On n'a pas le choix, on n'oublie ni le point, ni la majuscule au départ. Voilà pour l'orthographe. Ensuite, on va aborder nos déguisements. Enfin, en fait, on ne les aborde pas vraiment puisqu'on vient de travailler avec des mots qui contiennent les différents déguisements du son 1. Donc, vous avez dû lire votre lecture du soir hier soir. Ce soir, eh bien, vous en aurez une autre qui comportera les différents mots, en fait. Vous savez, mes colonnes de mots. En fait, vous allez trouver cette petite fiche-là. Vous la connaissez maintenant avec « Je reconnais que c'est le son 1 ». C'est donc mardi soir que je vais le lire. Et il y a différents mots qui contiennent ce son-là. Et jeudi, eh bien, je demanderai de prendre le fluo. Et puis, il faudra surligner les mots que je vous signalerai pour pouvoir ensuite les encoder sur cahier bleu. Maintenant, vous devez commencer à avoir un petit peu l'habitude, de la même façon que vos enfants l'ont prise rapidement en classe également. Donc, ça, c'est la lecture de ce soir. En attendant, sur votre ardoise, les enfants, très vite, vous m'écrivez tous les déguisements possibles du son 1. Allez, je les veux très très vite là. Si vous êtes amené à lire le son 1, comment vous pouvez le trouver? De quelle façon vous pouvez l'écrire? Allez-y. Et on corrige. Le son 1 peut s'écrire comme le nombre 1. Si vous aviez trouvé cette écriture-là, vous avez un point. Vous pouvez faire une petite barre en bas de votre ardoise. Vous aviez le 1 du I et du N. Le lapin, le mot référence, c'était notre lapin. D'accord? Vous vous souvenez de l'histoire du I et du N? C'était Madame I avec le nez qui faisait du patin et que le singe se moquait d'eux en leur disant « Oh, vous êtes bien malins sur vos patins ». Et puis lui, finalement, terminait par faire une chute sur son popotin. Donc, ça vous avait d'ailleurs fait beaucoup rire, mais c'était pour expliquer l'écriture 1-I-N. Donc, vous aviez celle-ci. Plus compliqué. On a également 3 invités qui peuvent faire ce son 1, le A, le I et le N. Donc à chaque fois, on retrouve le I et le N, donc ça c'est quand même assez pratique, mais il ne faut pas oublier en fait l'alpha qui s'invite également devant, et là c'est Monsieur A. Monsieur A qui s'invite avec le I et le N. Pourquoi? Pour apprendre à faire du patin aussi. Pourquoi Monsieur A n'y arriverait-il pas? Et voyant cela, eh bien, Madame E a bien envie d'essayer elle aussi. Ce qui nous fait la, attendez, 1, 2, 3, la 4e écriture du son 1, à savoir toujours le I et le N, mais Madame E, qui elle aussi veut faire du patin. Donc E-I-N, comme dans le mot peinture. Enfin, nous avions une dernière façon qui était donc le I toujours et le M qui a le nez a laissé sa place au monstre devant la botte. Hein? Donc ça aussi on le verra très rapidement parce que c'est pas une histoire de son, c'est une histoire d'orthographe et on expliquera pourquoi est-ce que devant la botte ou devant le perroquet, eh bien le N, le nez, est parfois assez craintif et du coup, comme il est craintif, il s'en va, il s'enfuit et il laisse sa place au monstre. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que Madame I avec le monstre, ça fait aussi le son 1. Voilà. Donc, on a rappelé les déguisements du son 1
et je vous laisse découvrir la petite fiche d'exercice qui va avec et que vous retrouvez dans le dossier de papa et maman. Alors mes petits loups, on se retrouve pour les maths et on va reprendre notre ardoise pour faire un petit rituel que vous connaissez très bien, c'est-à-dire le jeu du clignotant. Donc, tout ça, c'est pour savoir si vous avez bien compris la différence entre les dizaines et les unités. Et on y va tout de suite avec un clignotant facile au départ. De qui s'agit-il ? Alors, il s'agissait de 2 fois le nombre 10 et 3 petites unités. Nous étions donc sur le nombre 23. Deuxième. Nous étions sur 4 fois le nombre 10, famille des quarantaines, et 4 unités, ce qui nous fait le nombre 44. Alors cet exercice-là, papa, maman, n'hésitez pas à le refaire avec vos enfants. Et si vous voyez qu'il y a encore des problèmes, que ça colle pas encore, n'hésitez pas à revenir vers moi parce que à cette époque de l'année, il faut vraiment que ça s'installe de façon solide. Voilà, donc n'hésitez pas, les retours par mail, il n'y a aucun souci, je suis là pour ça. Alors, je fais ce que je peux à distance, mais ceci étant dit, voilà, n'hésitez pas. On y va mes petits loups sur, si je vous dis 6 dizaines et 3 unités, de qui s'agit-il ? Vous me répondez le nombre 63, 6 dizaines, 3 unités. Nous sommes dans la famille des 60 et il y a 3 unités. Très très difficile maintenant, je vous dis 4 unités. De qui s'agit-il ? C'est dur celui-là. Eh bien, il s'agit simplement du chiffre 4. 4 unités. Enfin, une unité, attention, une unité et 3 dizaines. Attention vocabulaire. Une unité, 3 dizaines. De qui s'agit-il ? Qui mettez-vous en premier ? C'est les dizaines qu'il faut mettre en premier. Je suis donc dans la famille des 30 et je n'ai qu'une unité. Ce qui nous fait donc le nombre 31. Voilà, on passe tout de suite à notre nombre du jour. Vous reprenez votre petite plastifiche. Donc, je vous rappelle que cette case-là, on ne l'utilise pas encore, mais ça va venir après les vacances. Par contre, ce que vous prenez, c'est donc les fiches des dizaines et des unités. Voilà, j'espère que tout le monde les a maintenant, parce que j'ai eu un petit raté apparemment dans l'envoi des fichiers. Donc là, surtout, maintenant, n'hésitez pas, il faut découper. Et le nombre du jour. Oh, vous allez voir comme il est compliqué aujourd'hui. Là aussi, c'était pour voir si vous avez bien compris la différence entre dizaines et unités, les enfants. Je vous demande de travailler sur le nombre 6, simplement. Ici, on dessine les billes. Bien sûr, on n'en dessine que 6. Ici, vous allez découper. Alors,
soit le nombre de dizaines dont vous avez besoin, soit le nombre d'unités dont vous avez besoin. À vous de choisir. Vous n'aviez besoin que de 6 unités. Il n'y a pas de dizaines. Voyez bien, on est dans la famille des unités. Les petits, on est dans la famille des petits. Donc, il n'y a pas de dizaines. On va au niveau de la BAC. La BAC, on se rappelle que la première petite branche qui est à notre droite, quand on efface, eh bien, c'est celle des unités. Juste au milieu, vous avez les dizaines, puis plus tard, vous utiliserez les centaines. Alors, quel est, d'après vous, le fil que nous allons utiliser? Forcément, c'est celui des unités. Donc, on y va. Il faut que nous en dessinions 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et non, il n'y aura rien du côté des dizaines, parce qu'encore une fois, nous sommes dans la famille des unités. Et la famille des unités n'a pas de dizaines. On y va pour remplir ce tableau-là, que je vous ai expliqué hier. C'est très très important de le maîtriser, ce tableau-là, pour pouvoir ensuite poser les additions, les soustractions. Et vous voyez, en fait, tout ce qu'on installe là, c'est vraiment les bases, pour pouvoir arriver ensuite vers les fondamentaux un peu plus complexes. Donc le 6, c'est un 6 chiffre des unités. Du coup, on le met bien dans la colonne des unités. On ne se trompe pas. Alors je sais qu'il y en a qui sont un petit peu brouillons, qui vont vouloir aller très vite. Et non, si je vous dis que c'est dans la colonne des unités, c'est bien dans la colonne des unités, pas entre les deux. D'accord? Alors ensuite ici, il faut m'écrire le chiffre 6. Alors ça, normalement, nous avions déjà appris à l'écrire. Si toutefois, ce n'est plus, on va dire, plus très bien su, vous pouvez utiliser votre cahier jaune. Mais il va falloir les revoir, il faut s'accrocher. Donc 6, alors en réalité, nous on dit 6, mais il faut penser aux anglais. Vous vous souvenez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, c'est eux qui nous aident. Parce que le 6 s'écrit S, I et le X. Voilà. Je l'accepte comme ça, ou bien comme ceci. Ici, je vous demande, vous vous souvenez la décomposition en utilisant les 10? Ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de dizaines. Ben, tout simplement, on va utiliser les unités, les 6. Et puis ça sera 6 plus rien du tout. On ne va pas inventer ce qu'on n'a pas. Donc c'est 6 plus 0. Voilà. Donc là, nous avons décomposé notre nombre 6. Et on enchaîne sur un petit problème. La semaine dernière, on avait des histoires d'élèves qui voulaient chacun des bonbons. Bon, ben là, mes enfants sont couchés, mais je leur ai piqué des bonbons. Je leur en ai piqué 13. Chut. Vous voyez, ils sont tous là. Bonbons. Donc, ça, on avait dit quand on a un problème, il faut d'abord comprendre l'énoncé du problème, la consigne. Nous avons donc 13 bonbons, mais les parents, pendant que les enfants sont couchés, sont très gourmands. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils grignotent les bonbons. Et nous, on va peut-être en grignoter 4. Allez, c'est raisonnable, ça ne se verra pas trop. On va en grignoter 4. Donc, on se fait le film dans sa tête. Il y avait 13 bonbons. 13 bonbons, je les dessine. Vous vous souvenez? Je dessine mes bonbons.
je les schématise. Hein, je ne m'amuse pas à faire le beau petit papier avec les belles couleurs, machin. Non, là, on est en mathématiques, on n'est pas en art visuel. Donc, on fait du schéma. On fait un petit rond et puis on se dit que c'est un rond. J'en ai fait 13. Tac, 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 tac. Les mêmes qui sont là. Et que se passe-t-il? Les parents, sans les enfants, en grignotent 4. Donc les bonbons qui sont là, bah, ils ne seront plus tous là, hein, puisqu'il y en a 4 qui vont partir. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je vais les enlever. Alors vous, comment vous allez faire? Eh bien, vous allez les barrer. Vous allez les barrer, tout simplement. Celui-là, il est pour moi. Celui-là, il est pour moi. Crocodile, il est pour moi. Et ça, c'est encore pour moi. Vous comprenez pourquoi la maîtresse, elle a des grosses fesses. Donc là, il y en a 4. Rien que pour moi. Du coup, la question, c'est combien est-ce qu'il en reste? Bah oui. Donc, tout ça, évidemment, c'est pour vous imager la situation, ok? Mais maintenant, il va falloir la mettre sous forme d'opération, évidemment. Alors, on avait vu en classe que quand on utilise le signe plus, c'est quand on rajoute des choses. Mais quand on enlève des choses, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le moins. Donc, on y va, vous me suivez? Nous avons 13 bonbons. Papa et maman, ou maman toute seule d'ailleurs, en mange 4. Donc, lui, il va disparaître dans le ventre. Lui, il va disparaître aussi. Lui aussi. Et lui également. Et bien, sous forme d'opération, ça donnera les 13 qui étaient là au départ. Donc, ça, on l'écrit. Moins ceux qui ne sont plus là, c'est-à-dire les 4. Moins 4. Et là, il va falloir chercher combien ça fait. Bon, bah là, on a de la chance, on va pouvoir compter ceux qui restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Il me reste 9 bonbons. Et on n'oublie pas la phrase réponse, très importante. Il reste Il reste 9 bonbons. Il, majuscule, reste 9 bonbons. Attention, il en reste encore 9, donc il en reste plusieurs, pluriel. N'oublie pas. Et ensuite, le point que je n'oublie pas non plus, même si je suis en mathématiques. Et oui, c'est important. Je vous demande, pour mettre ça en pratique, justement, un petit problème qui va étrangement vous rappeler celui qu'on vient de faire. Dans le petit Jokatop numération, je vous demande de prendre la page 44, 4 dizaines, 4 unités. Voilà, vous avez 3 petits énoncés à faire. N'oubliez pas, quand vous nous renvoyez votre travail, s'il vous plaît, de bien vouloir écrire votre prénom. Alors là, je sais bien que normalement, c'est la date, mais vu les circonstances, s'il vous plaît, écrivez votre prénom, parce qu'après, sinon, ça prend un temps inimaginable à revoir. Dans le fichier, il faut aller chercher qui a fait quoi. Donc, pitié de nous, s'il vous plaît, et écrivez le prénom. Voilà, merci beaucoup. Enfin, nous allons terminer nos maths. En reprenant un petit peu de géométrie, mais cette fois-ci, on va passer à la reproduction sur quadrillage. Alors en fait, ce n'est pas vraiment une découverte puisque sur les plans de travail que je vous envoie, vous en avez déjà fait. Et puis c'est une activité qu'on retrouve dans de nombreux jeux qui sont proposés aux enfants. Donc là, il va s'agir, en fait, pour le faire correctement, nous sommes donc à la page 28. À la page 28, on vous explique tout bonnement pourquoi on a travaillé sur les nœuds d'après vous. Et bien tout simplement pour pouvoir avoir des points de repère.
lorsque vous voulez reproduire, c'est-à-dire refaire un dessin sur un quadrillage, il faut utiliser des points de repère. Et ces points de repère, eh bien, ce seront les nœuds. Les nœuds, c'est-à-dire, vous vous souvenez, les points d'intersection entre les lignes et les colonnes. Et donc, à partir des nœuds, on compte combien de carreaux eh bien, on doit tracer pour arriver au prochain nœud. Ce qui veut dire que concrètement, je le fais avec vous, ici vous avez le nœud, 1, 2 carreaux, et bien là je fais 1, 2 carreaux, et moi pour me prendre mon point de repère, je peux dire, hop, je me fais un petit nœud. Là, j'ai besoin d'un petit nœud. Et je sais qu'entre les deux, il va falloir que je tire un trait. Et après, je vais pouvoir faire la même chose ici et ici. Alors bien sûr, c'est un travail de précision, je le répète, la géométrie, c'est de la précision. Ça ne va pas se faire hyper vite. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous en donne pas plusieurs pages à faire. Je vous demande de faire que cette page-là, sachant que pour les enfants qui ont le plus de difficultés à se concentrer longtemps sur une activité, le dernier exercice, il n'est pas obligatoire. Voilà, il faut être conscient de ses limites. Je préfère en faire moins, mais que ce soit bien fait. Alors par contre, s'il vous plaît, appliquez-vous sur le petit qui est ici et le deuxième, d'accord? Parce que si je vois que la fin n'est pas faite, mais que le 1 et le 2 sont bâclés, c'est-à-dire vite fait, mal fait, je risque d'avoir des boutons qui me poussent sur la figure, bien sûr. Voilà. Donc, s'il vous plaît, faites vraiment, prenez votre temps, c'est pas grave. On en a du temps, de toute façon. Donc, prenez votre temps et je compte toujours sur vous. Voilà. Et nous allons finir cette journée en musique. Vous savez que c'est mon grand truc. Donc là, j'étais un petit peu frustrée parce que la musique, j'essaie de trouver un moyen de pouvoir en parler avec vous. Bon, c'est un peu compliqué à distance. Et pour autant, on va essayer de découvrir un compositeur que nous n'avions pas vu en classe, qui est un compositeur italien, Antonio Vivaldi, donc qui est en fait à cheval entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Donc pour vous, ça fait loin, ça fait au moins 300 ans d'écart. Pourquoi est-ce que je vais vous faire découvrir ce compositeur? C'est un grand concertiste. Il a écrit de nombreux concertos. Et parmi ces concertos, l'un des plus connus, donc, c'est les 4 saisons. Les 4 saisons, en fait, évidemment, c'est les 4 saisons qu'on connaît, hein. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc, comme c'était un Italien, et forcément, il les avait intitulés en italien. Donc, le printemps, la Pavera. Ensuite, on avait l'été, c'est l'estate, l'automne, l'autunno, et l'hiver, l'inverno. Donc, il avait commencé son œuvre par la primavera, qui est donc le printemps. Et pour écrire cette œuvre du printemps, eh bien, il avait utilisé un ensemble d'instruments à cordes, donc, dont les plus connus, eh bien, le violon, évidemment, que la majorité d'entre vous connaissent, mais il n'y avait pas seulement le violon, parce que dans le concerto de Vivaldi du printemps, on peut retrouver également du violoncelle et de la contrebasse. Des violons, nous avons les violons alto. Pour la primavera, eh bien, ces 4 saisons ont eu un succès quasiment immédiat lorsque Vivaldi les a écrits. Je dis ça parce que, en fait, la plupart des musiciens, quand ils composent, malheureusement, ils ont du succès lorsqu'ils sont morts. Donc, Vivaldi, lui, il a eu beaucoup de chance. Et les pays qui ont le mieux accueilli, en fait, cette œuvre, eh bien, sont le Royaume-Uni,
avec un grand succès à Londres, et la France. La France, puisque nous avons beaucoup apprécié les 4 saisons de Vivaldi à Paris. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Je vous propose d'écouter donc un extrait de la Primavera, dont je vous mets le lien sur la boîte mail de papa et maman. Et puis ensuite, je reviendrai vers vous pour un petit travail d'art visuel en lien justement avec la Primavera. Alors, j'espère que vous avez apprécié donc cette petite écoute. Et ce que je vous propose de faire maintenant, eh bien, c'est à votre choix, de choisir un élément qui pour vous représente le printemps. Donc, ça peut être l'oiseau, ça peut être la fleur, ça peut être un arbre qui met des feuilles, ça peut être plein de choses qui pour vous symbolisent le printemps, et vous utilisez les matériaux que vous souhaitez pour me représenter donc ce détail du printemps que vous avez choisi. Donc ça peut très bien être, je vous donne un exemple parce que peut-être que je ne suis pas assez claire, ça peut être avec des plumes artificielles ou peut-être des plumes que vous avez pu ramasser, compléter le dessin d'un oiseau. Et puis je vous laisse imaginer tout le reste parce que vous m'avez montré qu'avec vos poissons d'avril, vous étiez juste formidable. Donc, eh bien, à vous de jouer et montrez-moi ça d'ici la fin de semaine. Donc, je vous laisse jusqu'à vendredi pour me montrer votre projet du printemps. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon mercredi.